Bonjour Patricia, je te remercie de ton temps pour cette interview ensemble pour le sommet. Mhm. Donc je vais rappeler pour nos auditeurs le thème, donc c'est comprendre la posture inclusive. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter et indiquer pourquoi tu avais envie de partager ce sujet-là lors du sommet ensemble. Sur ces thèmes. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Je suis donc Patricia Cyprien Cloirec, coach depuis maintenant 7 ans, métier que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Aujourd'hui, j'accompagne des adultes, j'accompagne aussi des jeunes, des entreprises, des particuliers. Je fais également de la formation et de l'accompagnement dans les établissements scolaires. Donc c'est vrai que j'ai eu un périmètre d'intervention assez large, sur des problématiques assez larges. Et au fur et à mesure du temps, les sujets se sont aussi un petit peu affinés. Et puis moi, j'ai gagné aussi en confiance sur ce que je voulais apporter et sur quoi je voulais avoir un impact. J'ai commencé par oser écrire en collaboration avec Cathy Goharine le livre Repérer et coacher les profils atypiques, qui m'a permis de partager des convictions sur tout ce qui est neurodiversité et l'accompagnement de ces profils avec cette idée, cette intention de dire que l'idée, ce n'est pas de faire un coaching spécifique et c'est pour ça que je veux surtout pas qu'on me catalogue là-dedans pour les profils neuroatypiques, mais faire un coaching qui a une posture qui permet à l'accompagnement, au client, en fait, de se sentir compris, de sentir qu'il a une qualité de technique en face qui est ajustée à son fonctionnement. Et suite à justement ce livre, on m'a vraiment posé beaucoup de questions sur la neurodiversité et j'ai eu cette sensation d'être enfermée dans la neurodiversité, ce qui est pour moi exclusif. Donc du coup, j'ai vraiment voulu aller plus loin, créer l'école en parlant d'inclusion et en parlant d'inclusion, mais au sens large. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et il y a cette école et l'événement qui arrive bientôt en juin, encore plus largement. Merci à toi. Du coup, là, j'entends que tu parles beaucoup d'inclusion, de ton livre, d'écosystème. Du coup, justement, qu'est-ce que tu entends par rapport à l'école que tu as fondée? Qu'est-ce que tu entends par l'inclusion, en fait? Quelle pourrait être, par exemple, pour toi, la définition que tu auras envie de partager sur l'inclusion euh, au sein de l'école, l'école du coaching inclusif, des événements que tu fais, des formations, etc. Alors pour moi, l'inclusion, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour que chacun se sente libre d'être, de simplement être. C'est vraiment quelque chose de très simple finalement. Ce qui m'embête aujourd'hui, c'est quand on parle d'inclusion, en fait, il y a des réalités très différentes derrière. Donc souvent, on se focalise sur un des sujets liés à l'inclusion. Et donc finalement, pour moi, on se focalise sur de l'exclusion. Or, pour moi, l'inclusion, c'est quand on se focalise sur qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux être pour que chacun se sente libre d'être, de penser, d'agir, d'être valorisé pour qui il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a apporté. Donc pour moi, l'inclusion, c'est ça. Et tu vois bien que là, quand je parle d'inclusion, je ne parle pas d'une catégorie de personnes ou d'un système exclusif. Ouais, c'est ce que j'entendais, c'était vraiment l'écosystème, donc c'est pour ça que du coup, je Ouais. t'ai posé la question. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé de ton livre, justement. Quel lien tu pourrais faire avec ton livre? Et s'il y a un lien, évidemment, parce que du coup, tu parlais aussi qu'il y avait justement qu'à un moment, tu t'étais peut-être senti enfermé dans ce que tu avais écrit. Et là, tu as l'inclusion au sens large à l'écosystème. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Voilà, comment tu vois les choses par rapport à ça? Bien sûr, oui, il y a un lien parce que on va dire que le livre parle de ce qui m'a personnellement aussi touchée. Donc, on va dire c'est la porte d'entrée pour moi de ces sujets-là. C'est au fur et à mesure de l'élévation, on va dire de ma compréhension et de mon niveau de conscience. Euh, En fait, j'ai abordé ce sujet de l'inclusion par étapes. La première des étapes, c'était de comprendre justement le fonctionnement de mon fils, mon propre fonctionnement, et de mettre des mots, des éléments de compréhension, de comprendre, de relire un peu ce qui s'est passé. Le coaching est venu se mettre par-dessus et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment des éléments très intéressants dans le coaching pour, en fait, être, pour s'autoriser à être. Le lien que je fais derrière, c'est que si on se focalise sur
le HPI, l'hypersensible, la personne qui a un trouble de l'attention ou quoi, ben finalement, on l'exclut. Donc, en fait, je ne veux pas faire quelque chose qui, dans mon monde, serait quelque chose qui va exclure. Je ne veux pas, par exemple, qu'on m'appelle un coach pour les neuroatypiques ou un coach HPI ou un coach TDAH. Parce que ça voudrait dire que déjà, il faut avoir prouvé qu'on est HPI ou quoi, ou qu'on a un TDAH pour que je puisse vous coacher. Ou, hein. Et non, moi, je suis dans une posture où ce que je veux, c'est être inclusif. C'est-à-dire, je veux que des personnes qui habituellement euh, se sentent pas compris ou pas libres d'être, puissent, quand on est dans un accompagnement, se sentir compris et libre avec moi. C'est d'ailleurs, à force d'avoir ces retours dans mes coachings, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, ils sont pas tous neuroatypiques. Il y a des personnes qui ont eu qui ont des atypismes de vie, adoption, des personnes qui ont connu l'inceste, ça crée des particularités de vie particulières. Et en fait, c'est comment, en fait, pour moi, on est dans une posture où on accueille l'autre tel qu'il est. Et ça pourrait sembler évident comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et ce qui me fait dire que ça ne l'est pas du tout, c'est que combien de fois dans mes coachings, j'entends, je me sens enfin compris ou je me sens enfin comprise. Alors que les gens ont tous vu beaucoup d'accompagnants, hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce qu'on appelle une posture inclusive. C'est ça qui génère cette phrase-là. Et du coup, par rapport à ton partage, ta posture inclusive, tu penses qu'elle arrivait à quel moment? Est-ce que c'était déjà là avant l'écriture de ton livre ou ça a évolué justement avec l'écriture de ton livre, où tu as appris aussi à mieux te connaître, à connaître encore plus l'environnement? Est-ce que ça a évolué ou c'était déjà présent depuis un moment? Je pense que c'est déjà présent, c'était déjà présent. Euh, C'était déjà présent parce que, on va dire que dans mes blessures, à moi, il y a vraiment cette liberté d'être, en fait, a été quelque chose de très inconscient mais présent. Et jusqu'à ce que ça devienne conscient. Et que je comprenne que ça a même été une des grandes difficultés de ma vie, c'est d'avoir été ce caméléon. Moi, je suis un caméléon, où j'étais, puisque je ne fais plus, mais un caméléon hors pair, hors pair. Mais quelque part, ça, c'est ne pas être libre d'être. C'est tout le temps s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et donc, ça a toujours été là. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens soient vrais, sincères, honnêtes quand on est en relation. D'accord, je n'aime pas vraiment les relations un peu superficielles. Donc, ça a toujours été quelque chose pour moi de très, 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 très important. La sincérité et la vérité, en fait, l'honnêteté, dans qui on est, dans ce qu'on présente au monde. Maintenant, ce qui a évolué, c'est les mots que je mets dessus. C'est la conscience que j'ai de ce que je fais, de pourquoi je le fais. C'est plutôt ça qui a évolué. Et ce qui a aussi évolué, c'est le fait de l'assumer et de considérer que c'était quelque chose que je pouvais apporter au monde. Donc, pas juste une blessure en moi que je garde secret, mais plutôt quelque chose de lumineux qui a été compris et voilà, que j'apporte au monde par touche. Merci pour ton partage. Du coup, là, bon, j'ai plusieurs questions, mais bon, je vais revenir dessus après. Mais du coup, justement, l'inclusion, c'est un mot qu'on entend un peu partout, un peu Oui. axé, qui est très stigmatisant, je trouve aussi, focus handicap. Et alors, personnellement, je trouve ça génial d'ouvrir ce champ et de mettre aussi en vigilance sur le handicap. Par contre, une personne n'est pas son handicap non plus. Voilà, il y a un moment, je trouve que c'est un peu trop stigmatisant. Et du coup, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup et que beaucoup de personnes ont en allergie en disant ouais, c'est encore l'inclusion, ça va être les nouveautés, etc. Et du coup, bah, justement, pourquoi avoir choisi le mot vraiment inclusion? Parce qu'il apparaît dans l'école que tu as créée, il apparaît au quotidien dans les événements, etc. Voilà, pourquoi l'avoir choisi et pourquoi le mettre en avant? Parce que je suis une rebelle. Parce que, tu sais, cette question, elle me fait penser aussi à un échange qu'il y avait eu sur Facebook sur le mot coach. Le fait que, bah, voilà, le mot coach est très galvaudé, utilisé, des fois peut ne pas retranscrire ce qu'on fait. Et la question, c'était de se dire, est-ce qu'il faut se trouver un autre nom ou pas? Et ma réponse, c'est non. C'est non. En fait, le mot coach et la profession de coach,
Elle parle d'un vrai métier, hein, de coach professionnel, elle parle d'un vrai métier avec une vraie technique, avec une exigence humaine et professionnelle, éthique qui est importante. Et pour moi, c'est à nous, ceux qui sont vraiment coachs professionnels avec des valeurs, de s'appeler coach pour redonner de la valeur à ce mot. Je fais exactement le même parallèle avec l'inclusion. Souvent, quand on parle d'inclusion, en tout cas, moi, à chaque fois que je vais à des événements qui parlent d'inclusion, en fait, on parle, enfin, dans ma compréhension, on parle d'exclusion. Euh, et on parle par exemple des travailleurs en situation de handicap. On va parler des personnes qui n'ont pas des moyens financiers, qui sont dans des difficultés sociales ou financières, qui n'arrivent pas à s'insérer. On va parler, maintenant ça commence un peu à parler de handicap invisible. Ça pour moi, c'est sensibiliser sur la présence d'une forme d'exclusion, mais ce n'est pas l'inclusion. C'est pour moi deux choses différentes. Pour moi, l'inclusion, c'est qu'est-ce que l'on fait dans l'environnement entier, à plusieurs étages, donc l'environnement même, mais aussi les accompagnants de cet environnement. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que eux puissent s'imprégner de cette culture d'inclusion, d'accueil, de l'être, et non pas de la différence, mais de la singularité. Et qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux personnes qui ont une particularité de vie ou de fonctionnement qui pourrait être source d'exclusion ou d'incompréhension, pour que eux-mêmes puissent s'inclure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fois, des personnes vont elles-mêmes s'exclure. Mm. Donc, c'est comment on fait pour, en fait, créer cet environnement où on s'inclut. Et le mot, c'est vraiment de s'inclure. Donc, créer un système qui inclut et soi-même s'inclure. Donc, le mot, en fait, il est bien choisi. C'est pas parce que dans le brouhaha ambiant, il y a une connotation, en fait, qui est pour moi un petit peu qui peut porter à confusion, que du coup, on va changer le mot. Non, le mot, c'est inclusion, et ce que je veux, c'est changer la signification, la compréhension de ce mot. Donc, faire une politique d'inclusion, c'est pas mettre des photos de personnes handicapées dans l'établissement. D'accord? Ou c'est pas célébrer à chaque fois qu'on a embauché une personne avec un TDAH. C'est pas faire une politique où on va chercher à inclure les personnes noires. Non, c'est faire une politique, une culture dans laquelle, en fait, le fait que je sois une femme ou que je sois noire, c'est pas un sujet, je suis un être humain. Le fait que j'ai un fonctionnement neuro particulier ou pas, qu'est-ce qui dit qu'il est particulier? En fait, c'est pas un sujet puisqu'en fait, qui je suis, c'est ce qui compte et non pas ce que je reflète visuellement ou ce que je renvoie à l'autre en face de moi. Parce que par exemple, sur cette histoire de couleur de peau, ce qui compte, est-ce que c'est la couleur de peau ou est-ce que c'est ce que ça renvoie chez l'autre? Mm. Donc en fait, le sujet n'est pas tant comment je fais pour intégrer des personnes issues, hein. Le sujet, c'est comment je fais pour qu'en fait, on apprenne à considérer un être humain comme tout simplement un être humain. Ouais, c'est Et à intéressant. Mm. la J'allais venir justement sur l'exclusion parce que voilà, on peut vite se sentir exclu ou s'exclure, c'est ce que tu disais, ou exclure les autres aussi, hein. Ça peut arriver, on peut être aussi nous-mêmes à exclure quelqu'un, inconsciemment ou consciemment. Voilà, faut être aussi cool avec nous-mêmes, hein. Voilà, ça peut arriver, on l'a peut-être tous déjà fait inconsciemment sans s'en rendre compte, ou consciemment, mais c'est bien justement de mettre des mots et de s'en rendre compte. Mais c'est ça, c'est aussi des fois, on a des parcours des fois atypiques, des expériences de vie, donc on peut tous être inclus dans cette société et en tant que personne quoi à part entière et de pouvoir rester avec notre identité et je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages donc merci. Tu sais, dans ce que tu dis, il y a un deuxième volet dans les choses qui dérangent un petit peu sur l'inclusion. Il y a un côté culpabilisant. J'ai fait une intervention dans une grande école de cuisine et en fait, donc avec tous les enseignants en France, hein, des différentes idées qui étaient venus ce jour-là. Et quand on parle des idées reçues sur l'inclusion, il y a vraiment ce côté, mais c'est culpabilisant. On va encore nous dire ce qu'il ne faut pas faire. On va encore nous dire que ce qu'on a dans notre pratique, finalement, ne correspond pas ou qu'on fait du mal aux gens. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu dérangeant quand on parle d'inclusion, c'est qu'on est c'est un peu connoté aujourd'hui comme quelque chose où on va expliquer aux gens que oh, t'as dit à une femme qu'elle était femme, c'est pas bien. Euh, non, en fait, finalement, pour moi, on se trompe d'objectif. L'objectif, c'est pas de dire ce qui est pas bien. L'objectif, c'est de travailler sur soi, d'apporter des éléments de compréhension, de développer l'empathie
Et l'empathie, ben, elle arrive aussi par de la compréhension de l'autre, par de la compréhension de soi, par de la mise en évidence de nos biais cognitifs, par la mise en évidence de tout un tas de choses euh, qui vont permettre d'évoluer, mais de façon respectueuse. C'est pas dire ben, tous vous devez aimer tout le monde. Non, à la limite, le plus grand des égoïstes, il est inclusif. Parce que quelqu'un qui est égoïste, qui s'occupe que de sa vie, qui s'occupe de son bien-être intérieur et qui laisse les gens tranquilles, et finalement, lui, il ne provoque pas d'exclusion. Il est dans un système où en fait l'autre est là, il a le droit d'être tel qu'il est, il ne le dérange pas. Oui, à la limite, ça, ce serait peut-être même la première des étapes. Après, ce qui va plus loin, c'est quand je suis dans mon égoïsme, et c'est un mot qui est positif pour moi. Donc, je suis dans ma conscience intérieure de mes besoins, de qui je suis, de mon fonctionnement. Je respecte et je valorise ça. Donc, je suis dans mon égoïsme, hein. On va me redonner une version positive de ce mot. Et du coup, là, ce qui est génial, c'est que j'adore aussi que l'autre soit dans son égoïsme parce que du coup, il a quelque chose de complémentaire à apporter. On va pouvoir créer ensemble, innover ensemble. Et en fait, ce respect mutuel de la singularité va amener quelque chose d'hyper harmonieux. Mm. Et c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que du coup, j'aurais même envie de partager où il y a beaucoup de tabous aussi. Des personnes qui se disent, moi j'ai entendu dans mon précédent métier, hein, dans les soins à la personne, où en fait on me disait, bah, ah, t'as osé poser cette question. Mais en fait, c'est une personne à part entière. Elle est consciente de son handicap, elle est en fauteuil roulant, elle en est consciente. Et en fait, bah, justement, elle aimait bien parce qu'en fait, on parlait comme si je parlais à une copine de tout et de rien, et il n'y avait pas de sujet tabou parce que des fois, bah, en fait, les gens ils font genre, ils n'ont pas vu que la personne est dans un fauteuil parce qu'ils n'osent pas poser la question. Mais en fait, elle en a conscience, elle sait très bien qu'elle peut pas. Bah, et en fait, justement, de pas oser le dire à chaque fois, ça lui rappelle à ça. Et c'est ça, de oser pouvoir parler de tout et même des fois de rigoler. Bah, des fois, ils ont aussi beaucoup d'humour et ça reste des personnes à part entière. Il y a des moments où ils vont prendre mal quelque chose parce que c'est vexant. Et du coup, ça rejoint l'égoïsme où en fait, c'est vrai que inconsciemment, c'est, je pense, voilà, d'être vraiment bah, humain et d'oser dire les choses ou c'est pas parce que des fois, oui, on peut avoir un sourire et c'est pas qu'on se moque de la personne, c'est peut-être une situation. On est aussi humain, des fois, voilà, il peut se passer plein de choses dans la Bien journée, sûr. on va réagir à quelque chose à l'instant T. Après, on peut peut-être s'en vouloir, mais je pense qu'il faut arrêter aussi de mettre des tabous et de se dire, Surtout, en ah fait, tout ben, devient ou tabou. juger. Tout En fait, devient on juge même les personnes qui sont dans tout ça. Et en fait, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on apprenne tous à se comprendre et à vivre ensemble et de se dire, bah, en face, on a un humain, on n'a pas un handicap en face, on a un humain, en fait, qui est On comme n'a nous. pas que une femme qui a, par exemple, été violée. On n'a pas que une personne qui a C'est été ça. adoptée. On n'a pas qu'une personne rousse. On n'a pas qu'un monsieur chauve. C'est pas ce qui définit la personne. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tant besoin de ces étiquettes sur les gens. Mm. C'est ça, en fait. Si jamais on était et là, ce que tu amènes, moi, ça me fait penser à un sujet, et qu'on va aborder justement à notre événement avec une superbe intervenante, c'est la curiosité. Où en est-on de la curiosité aujourd'hui, de la curiosité à l'autre? Aujourd'hui, Et c'est tout est mal vu. tellement tabou que où est-ce Mm. qu'on en est de la curiosité? Quel est le rapport que chacun a avec la curiosité? Là, dans les formations et quand on travaille sur cette posture-là de coach, mais en fait, la première des questions à se poser, c'est ça. Où est-ce que j'en suis avec cette notion de curiosité? Est-ce que pour moi, c'est tabou? Est-ce que pour moi, c'est intrusif? Est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui permet d'obtenir quelque chose pour moi? Est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'être mieux en collectif? Est-ce que c'est pour moi une façon de vérifier qu'on fait partie du même clan? Où en est-on de la curiosité? Mm. Et Mais c'est aujourd'hui, intéressant, ouais. Mm. c'était vraiment tabou. Moi, je Mais trouve en que tout cas, ça m'a toujours été reproché que j'étais curieuse. Et en fait, oui, mais non, c'est assez impressionnant quand on dit qu'on est curieux. Oh, c'est c'est une un peu vraie mal belle vu, mais c'est curiosité. dommage. C'est dommage parce qu'une vraie belle curiosité permet une vraie connexion à l'autre, permet de s'intéresser à l'autre, permet de dire à l'autre, je te vois, je sais que tu existes, je sais que nous sommes foncièrement, fondamentalement différents et qui tu es, ça m'intéresse. Mm. Et ça m'intéresse pour qu'on puisse mieux évoluer ensemble, pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Ça m'intéresse pour que je puisse aussi m'adapter. Voilà, c'est ça qui compte. Mm. Merci.
Il y a beaucoup d'informations, c'est hyper dense, hyper riche. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs autres Oui. interviews sur les sujets. Du coup, là, si tu devais juste synthétiser un petit peu tout ce que tu as partagé, du coup, ce serait quoi une posture inclusive pour toi, là, à ce niveau de tout ce que tu as partagé, comment tu vois les choses? Pour moi, la posture inclusive, c'est une posture déjà d'ouverture. D'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, d'ouverture à la réalité des autres et d'ouverture à soi. Elle commence par une ouverture sur soi. Parce que pour être ouvert à l'autre, il faut déjà s'être ouvert à soi. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'ouverture. Ensuite, il y a cette curiosité aussi pour apprendre, comprendre, partir du principe qu'on ne sait pas remettre en doute. C'est cette question de remise en question de ce que l'on sait. Cette question d'être bien en conscience à quel point on ne peut pas savoir ce que l'autre vit, ce qui est l'autre. Et donc, en fait, avoir cet élan de curiosité, en fait, hein. Ce que je mets derrière la posture inclusive aussi, c'est, il y en a beaucoup qui parlent de non-jugement. On peut pas ne pas juger. On est des êtres humains tels que là on est fait, on juge. C'est normal. Il n'y a pas de mal à juger. Maintenant, ce qui est difficile, c'est quand on fait de ces jugements des vérités, des Mm. normes, des lois et qu'en fait on se met dans une posture où en fait on est au-dessus et on sait que un tel a décidé de faire ci, donc ça. Et donc tiens, l'adoption c'est difficile. Tiens, une personne noire, si si si. Tiens, non, ça c'est ça c'est du jugement où en fait on confond en fait ce qui vient de nous et de nos Mm. connotations avec en fait juste ça nous appartient qu'à nous en fait. Donc, on ne peut Mm. pas ne pas juger. Maintenant, on peut être en conscience de ses pensées et se demander si c'est pertinent ou si c'est pas pertinent. Et dans la posture inclusive, pour moi, il y a cette espèce d'humilité, voilà, d'humilité. On n'est pas on sait qu'on n'est pas, dans les accompagnants, beaucoup vont se dire, oh, je me connais. Ceux qui disent je me connais, c'est ceux dont je me méfie le plus, hein. Donc, quand on est dans une posture inclusive, déjà, on commence par s'inclure soi-même et, euh, et par s'inclure ça commence par savoir qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose sur nous, ben, ça ouvre la porte sur tout un tas sur une immensité qu'on ne connaît pas de possible. Et quand on est dans cette posture inclusive, on est vraiment dans ce truc de je ne sais pas. Je ne sais pas et je pars à la découverte. Et je Mm. laisse l'autre être. Et j'adore que l'autre soit une entité à part, avec un ADN à part. On est foncièrement différents. On partage, c'est ce que je mets hein, dans le livre, là, je commence par ça. On partage la même réalité de vie, par contre, on est tous foncièrement singuliers. Ouais, j'entends beaucoup de choses dans ce que tu partages et en fait, la posture inclusive, en fait, déjà, ça va être un cadeau pour soi parce qu'en fait, on va Bien aussi sûr. se révéler, un peu une chrysalide en fait, parce que du coup, il y a notre moi un peu sombre qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît et qu'on veut pas forcément mettre des mots, mais qu'on va du coup mettre un peu plus en lumière et qu'on va accepter. Et en plus, on va apprendre à accepter l'autre et à faire révéler l'autre. Donc en fait, il y a tout un cheminement. Bah, je vois vraiment une chrysalide. Et du coup, ça me fait penser bah, du coup au logo de l'ECI avec Non, le papillon. exactement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu et Ouais. qui en direct, hein. C'est Mais, génial. mais voilà, Mais c'est c'est ça. quelque chose Et qui m'a fait penser à ça. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à quoi après? Pour moi, derrière, ça ouvre la porte à l'empathie, à la compassion. Et non pas à la complaisance, mais à la compassion, au respect de l'autre, de son rythme. Et en coaching, bon, je vais pas ouvrir une autre fenêtre, mais ça amène tellement plus de puissance dans l'accompagnement, d'avoir cette capacité d'être dans l'empathie, la compassion, la compréhension voilà, mm, de ce qui joue dans la relation, que ce serait trop dommage de s'en passer que ce soit en entreprise, dans les relations familiales, à l'école. Si on, moi, mon rêve, voilà, c'est impossible, je peux pas moi toute seule faire ça, mais commencer voilà, mettre des petites touches dorées comme mm, ça, d'empathie dans les différents environnements dans lesquels on va pouvoir aller et voir qu'on peut performer encore mieux et beaucoup plus efficacement et durablement si on est dans ce système-là où chacun se sent être. mm. On va avoir le meilleur de chacun. Donc, en fait, c'est vraiment gagnant à tous les étages, dans tous les environnements.
Ça donne envie. Euh, du coup, il y a une question par rapport à tout ça, c'est pour quel public ou quel type de personnes pourrait justement intégrer ou aller vers la posture inclusive en fait? Bah pour moi, en fait, c'est la réponse va paraître un peu bateau, mais c'est pour tous, mais pas pour les mêmes raisons. Dans une posture inclusive, déjà de soi à soi, tendre vers ça, parce qu'on n'est pas vraiment, parce que l'acceptation, c'est pas quelque chose qui se fait one shot comme ça. Oh, je décide de m'accepter, je m'accepte. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais ça permet déjà à un individu, à titre personnel, d'être dans cette démarche d'acceptation. Donc, de commencer à s'inclure dans sa vie. S'inclure pour faire des choix, pour savoir ce que je ressens, savoir de quoi j'ai envie, ce qui est acceptable pour moi, ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est juste à l'échelle d'un individu. Quand on a ça, après, la posture inclusive au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau de la culture d'entreprise, du management ou des collaborateurs eux-mêmes, ben là, en fait, c'est très intéressant pour innover, s'adapter, ajuster, euh, pour durer, en fait. Moi, je parle vraiment de performance durable. Avant, j'étais dans le pilotage de la performance financière. Là, je suis dans le pilotage d'une performance durable et humaine. Au niveau des établissements scolaires, on est là pour ou tout ce qui est en lien avec la transmission. Quand on s'inclut, en fait, on peut gagner en conscience et donc en confiance, et donc on peut mieux apprendre. On peut s'autoriser à expérimenter des choses et encore une fois être dans l'innovation. D'accord? Et pour les enseignants, pour les établissements, ça permet aussi une forme d'harmonie, ça permet de créer des projets, ça permet d'avancer de façon beaucoup plus efficace dans cet objectif de transmission. Dans la famille, par exemple, hein, être dans cette posture inclusive, c'est respecter chacun des membres pour qui il est et profiter de cette diversité au sein de l'espace famille, des différentes énergies. Et pour des accompagnants, bien évidemment, c'est le fameux je me sens compris, tout en étant dans le respect de soi. Faire faire le lien entre qui est l'autre, ce qu'il vit, ce que je vis, qui je suis, ses besoins, mes besoins. Quand on est dans l'inclusion, on inclut, on est je le répète, hein, on s'inclut d'abord soi. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose, et c'est pour ça que nous, l'école, on adresse tous ces publics-là, toutes les personnes qui ont envie d'aller vers ça. Merci. Ben justement, du coup, ça rebondit avec ce que tu disais. Si j'ai envie, moi, d'amener une posture inclusive, alors que ce soit par exemple dans mon travail, par exemple, je suis consultante, formatrice, coach, ou même dans ma vie personnelle pour avec mon enfant, mon conjoint, ma famille, etc. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Quelles sont les étapes pour amener cette posture inclusive et qu'est-ce que je dois faire et, par exemple, pourquoi, voilà, s'il y avait des premiers conseils. Un des premiers conseils que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se dire, bah, tiens, j'aimerais bien aller vers ça, c'est déjà faire un travail, même personnel, de se poser des questions. Euh, quelle est pour moi l'image d'une personne idéale? Voilà, déjà rien que ça. Qu'est-ce qui pour moi fait que je serais une femme ou un homme dans sa version idéale? Où est-ce que moi j'en suis par rapport à ça? Qu'est-ce que je sais de moi? Qu'est-ce que je n'accepte pas de moi? Ça peut être des questions qu'on peut avoir déjà tout seul. On peut aussi lire des livres de développement personnel, c'est pas ce qui manque. Tout ça pour commencer à avoir des prises de conscience sur qui l'on est, son fonctionnement. À quel point est-ce que celle que je suis aujourd'hui, j'en suis consciente? Est-ce que je connais la femme ou l'homme que je suis aujourd'hui? Ou est-ce que je ne fais qu'avancer par opportunité de vie, voilà, parce qu'il faut faire les choses et j'avance? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'ai la sensation d'avancer en étant sur mon chemin de vie, en étant dans ma vie ou à côté? Il faut pas se culpabiliser. En fait, si on se rend compte qu'on est à côté, il faut pas se culpabiliser. Déjà, juste en prendre conscience, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout changer, tout casser, tout machin? Non, non. Parce que derrière, une fois qu'on a passé cette étape-là, introspective, c'est de se faire accompagner par la bonne personne, de la bonne des manières. Le coaching, c'est pas forcément la meilleure des manières pour tout et pour tout le monde, mais trouver un accompagnement. Et après, peut-être faire un point, un bilan de compétences, un coaching de reconversion, des choses comme ça pour se projeter. Et après, peut-être, c'est se former. Il y a nous, on va faire des formations pour les parents, pour des managers, pour des coachs. Donc, en fait, c'est se former à cette posture inclusive. Et c'est là que nous, on intervient.
Et pour les entreprises, nous, on va même intervenir pour faire de la sensibilisation, pour faire des diagnostics, essayer de voir où est-ce qu'on en est, essayer d'aider les entreprises à réfléchir avec elles de où est-ce qu'elles en sont sur l'inclusion et non pas sur l'exclusion. Mm. Oui, oui, c'est ça Donc qui est voilà, important. Ouais. c'est vraiment les conseils un peu, voilà, un peu génériques, généraux que je peux donner là, comme ça, assez facilement, Bah, sur du le coup, tu sujet. as répondu à une de mes questions parce que j'allais te demander un conseil ou une introspection, une réflexion pour les personnes qui nous écoutent. Mais en fait, du coup, tu l'as dit pour En chacun. direct. Donc, du coup, je vous laisse voilà, réfléchir en introspection sur ces petites phrases parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont partagées et du coup, ça va vous faire réfléchir aussi. Et du coup, je te laisse aussi, bah, pour clôturer, bon, voir si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ton sujet et nous parler de l'événement du 1er et 2 juin qui ira beaucoup plus loin sur le thème de l'inclusion, beaucoup plus loin que ce sommet auquel vous avez participé, qui est déjà très riche et très dense, avec beaucoup d'informations, d'introspection. De réflexion sur ce sujet-là. Mais du coup, voilà, je te laisse partager les informations au sujet de cet événement en juin. Eh ben, voilà, alors déjà, en juin, en fait, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Et l'idée, c'est de réunir des intervenants qui partagent ces valeurs, qui ont cette vision de l'inclusion et non pas une vision sur des sujets d'exclusion. Et d'amener du concret sur des conférences, des ateliers, des tables rondes sur des thématiques très riches, hein, le leadership inclusif, pardon, on va parler aussi d'hypersensibilité, d'entrepreneuriat. On va faire des tables rondes avec des réflexions. Donc l'idée, c'est vraiment ici de permettre à toutes les personnes qui vont être présentes d'avoir des réflexions, des introspections, du concret, de contribuer. En plus, on va faire une réalisation commune pour la première fois et on va la faire lors de l'événement avec les premiers qui vont vraiment inaugurer cette réalisation. Donc, pour aller construire une réalité commune sur ce mot entre professionnels engagés. Et puis, ça va permettre à beaucoup de gens de se rencontrer, parce que c'est vrai qu'individuellement, on rencontre pas mal de personnes très, très, très inspirantes. Ils ne sont pas celles qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux, hein, ça, c'est important. Et qui ont des choses vraiment à dire, des choses qui concernent leur pratique et leur expérience terrain et elles ont ça à partager. Donc voilà, et donc pour conclure, donc ça c'est pour l'événement, ça se passe en Bretagne, à Quimper, parce que en fait l'énergie y est vivante. C'est un endroit où je sens que on peut se retirer pour vraiment réfléchir et introspecter dans un cadre magnifique. Et, euh, et j'ai vraiment envie voilà, j'avais envie de proposer ça pour avoir cette réflexion intime, parce que l'inclusion, c'est une réflexion très intime, hein. Ça vient chercher nos valeurs, ce qui a été mis dans notre éducation, ce qui a été mis dans notre société, notre rapport aux autres, à nous-mêmes, ce que l'on pense de nous. Il y a énormément de choses qui se cachent derrière ce sujet d'inclusion. Et je trouve ça vraiment intéressant de prendre un temps, voilà, prendre le TGV, venir nous rejoindre, ou l'avion, venir nous rejoindre à Quimper pour se poser 2 jours et partager sur ça. Merci beaucoup, Patricia, pour tout cette interview hyper riche, dense, avec beaucoup de partage de ta part. Bah après, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, on reste vraiment disponible pour répondre à vos questions et au plaisir de tous se voir à l'événement en juin à Quimper. Et voilà, si vous avez des questions, vraiment, toute l'équipe de l'ECI reste disponible. Pour Merci répondre. à toi, Patricia. Merci beaucoup, Marianne, pour tes questions. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.